Imaginez-vous debout devant votre tas de compost. C'est le plein été, la température est de 86 degrés Fahrenheit, et ce que vous sentez n'est pas l'odeur terreuse de l'humus, mais un mélange de pourriture et d'ammoniac. Des mouches bourdonnent autour du tas. Votre voisin s'est déjà plaint 2 fois. Vous retournez le tas pour la 4e fois ce mois-ci, en transpirant et en vous demandant si c'est vraiment la bonne méthode. Et alors que vous êtes là, la fourche à la main, une pensée vous vient. Et si je perdais mon temps? Et s'il y avait une meilleure façon de faire? Je composte depuis 15 ans. Pendant 15 ans, j'ai collecté les déchets de jardin, superposé les couches, retourné le tout, arrosé et surveillé la température. J'ai lu des livres, assisté à des séminaires, essayé différents systèmes, des composteurs à chaud, des andins ouverts, des lombricomposteurs, des systèmes fermés avec des trous de ventilation parfaits. J'ai calculé les rapports carbone-azote, enfoncé des thermomètres au cœur du tas, testé l'humidité par le test de la poignée, et oui, j'ai produit du bon compost, parfois. Mais il y a 2 ans, j'ai complètement arrêté. Non pas parce que j'ai renoncé à l'idée d'utiliser de la matière organique, mais parce que j'ai découvert quelque chose qui fonctionne tellement mieux que je me suis demandé pourquoi j'avais un jour travaillé autrement. Et aujourd'hui, je vais vous montrer exactement ce que c'est. Avant de continuer, une demande. Si vous ne vous êtes pas encore abonné à cette chaîne, faites-le maintenant. Cliquez sur l'icône de la cloche, car les informations que nous partageons ici pourraient devenir cruciales dans les mois et les années à venir. Donnez un j'aime à cette vidéo pour qu'elle touche plus de monde, et s'il vous plaît, restez jusqu'à la fin. Car ce que je vous montre aujourd'hui n'est pas seulement une méthode, c'est un système qui changera toute votre approche de la fertilité des sols. Tout se recoupe à la fin, et vous comprendrez pourquoi c'est plus important que vous ne le pensez pour le moment. Nous vivons à une époque où l'autosuffisance passe d'une idée romantique à une nécessité pratique. Les prix des denrées alimentaires n'augmentent pas de manière linéaire, ils augmentent de manière exponentielle. Ce qui était abordable il y a 5 ans est un luxe aujourd'hui. Les chaînes d'approvisionnement deviennent plus fragiles. Une tempête dans un pays lointain, un conflit à une frontière, une sécheresse dans une région que nous connaissons à peine, et soudain, des produits manquent dans les rayons. L'engrais synthétique devient de plus en plus cher et est devenu inabordable pour beaucoup. Le prix du gaz, crucial pour la production d'engrais azotés, a été multiplié par plusieurs. Le phosphate devient plus rare, les mines sont limitées, et les tensions géopolitiques pour l'accès à ces ressources s'accentuent. En même temps, nous savons que nos sols sont épuisés. Des décennies d'agriculture intensive ont réduit la couche d'humus à un minimum dans de nombreux endroits. Dans certaines régions d'Allemagne, d'Autriche et de Suisse, la teneur en humus est inférieure à 2%. Moins de 2%, c'est le seuil à partir duquel les sols commencent à mourir. L'érosion s'installe, la capacité de rétention d'eau chute, l'activité biologique s'effondre. Si vous avez un jardin, si vous cultivez des légumes, si vous soignez des arbres fruitiers, alors vous le savez, le sol est la base de tout. Sans sol fertile, il n'y a pas de récolte. Sans récolte, pas d'indépendance. Sans indépendance, vous êtes vulnérable. Et c'est exactement là que commence la pensée conventionnelle, le compostage. Nous avons appris que nous collections nos déchets de cuisine et de jardin, que nous les jetions en tas, que nous attendions, que nous les retournions et qu'enfin, nous obtenions de l'or noir, de l'humus, de la terra preta pour le jardinier moderne. Les guides de jardinage en sont pleins. Les livres de permaculture le prêchent. Les vieux agriculteurs ne jurent que par cela. Et oui, théoriquement c'est vrai, le compost est précieux, mais la réalité est différente. La réalité est que la plupart des jardiniers amateurs ne produisent pas un compost parfait. Ils produisent une masse boueuse, souvent malodorante, qui perd trop d'azote, peut contenir des agents pathogènes, ne détruit pas les graines de mauvaises herbes et, dans le pire des cas, crée plus de problèmes qu'elle n'en résout. Laissez-moi vous parler de mon propre combat. J'avais un tas de compost qui suivait toutes les règles, d'une taille de 100 pieds cubes, parfaitement dimensionné. Je l'ai construit selon le principe, une couche de matière verte, une couche de matière brune, toujours en alternance. J'ai veillé à ce que l'humidité soit bonne et à ce que l'air puisse circuler. J'ai utilisé des activateurs de compost,
saupoudré de la poudre de roche, et j'ai même ajouté ma propre urine comme source d'azote. Et pourtant, après 6 mois, j'avais un tas encore à moitié non décomposé, trop sec au milieu, trop humide sur les bords, et qui avait attiré une colonie de rats que j'ai dû combattre pendant des semaines. Et même si vous faites tout correctement, même si vous maintenez le rapport carbone-azote parfait, que vous gardez la bonne humidité et que vous le retournez régulièrement, vous perdez du temps, vous perdez des nutriments, vous perdez de l'énergie. Car dans le compostage, il se passe ceci. Les micro-organismes décomposent la matière organique en présence d'oxygène. C'est ce qu'on appelle la décomposition aérobie. Cela génère de la chaleur, beaucoup de chaleur. Un tas de compost qui fonctionne bien atteint des températures de 140, 160, parfois 175 degrés Fahrenheit en son cœur. C'est assez chaud pour tuer les graines de mauvaises herbes et détruire les agents pathogènes. C'est l'avantage. Mais c'est précisément là que réside le problème. Cette chaleur n'est rien d'autre qu'une perte d'énergie. Une énergie qui s'échappe dans l'atmosphère sous forme de carbone. Le carbone que vous avez péniblement collecté sous forme de restes de plantes se transforme en dioxyde de carbone et s'évanouit. Des études ont montré que dans le compostage conventionnel, entre 40 et 60% du carbone s'échappe sous forme de CO2. Ce n'est pas seulement du gaspillage, c'est activement nocif pour le climat. Vous prenez du carbone qui était séquestré dans les plantes et vous le libérez. L'azote s'échappe sous forme d'ammoniac, surtout si le compost est trop humide ou trop riche en azote. L'ammoniac est ce que vous sentez quand votre compost pue l'urine. C'est de l'azote qui part dans l'air au lieu de rester dans le sol. Vous commencez avec 220 livres de matière organique et vous finissez avec 65 livres de compost. 70% a tout simplement disparu. Échappé dans l'atmosphère, évaporé, perdu. Et puis il y a le travail, le retournement. Un grand tas de compost doit être retourné toutes les 2 à 3 semaines si vous voulez qu'il se décompose uniformément. Cela signifie que vous prenez une fourche, que vous creusez dans le tas et que vous déplacez la matière de l'extérieur vers l'intérieur et de l'intérieur vers l'extérieur. C'est un travail physique lourd. Je me suis bloqué le dos en le faisant, je me suis foulé l'épaule. En plein été, c'est une torture. La sueur coule, les mouches vous attaquent et l'odeur est souvent insupportable. Et même si vous supportez tout cela, la question demeure, pourquoi faire? Pour 65 livres de compost que vous étalez dans 2 planches de culture et qui disparaissent après une saison? Maintenant, vous vous demandez peut-être, quelle est l'alternative? Si le compostage est si inefficace, alors quoi? La réponse est si simple qu'elle semble presque banale. Mais comme c'est souvent le cas, la plus grande force réside dans la simplicité. La réponse est « laissez la nature faire le travail ». Non pas à l'extérieur de votre jardin dans un tas que vous devez entretenir, mais là où vous en avez besoin, dans la planche sous vos plantes, dans les 30 centimètres de sol où la vie palpite. Ce que je vais vous montrer maintenant est un système basé sur plusieurs principes. Ces principes ne sont pas nouveaux, ils sont anciens. Chaque forêt naturelle, chaque prairie, chaque écosystème intact fonctionne selon ces principes. Allez dans une vieille forêt de hêtres, soulevez la litière de feuilles. Vous verrez dessous une fine couche de feuilles à moitié décomposées. En dessous, une couche presque noire, à peine reconnaissable comme des feuilles. Et encore en dessous, du sol. Un sol sombre et grumeleux qui sent le champignon. C'est de l'humus doux. C'est ce qui arrive quand la matière organique se décompose là même où elle est née. Mais nous l'avons oublié. Nous avons commencé à croire que le jardinage devait être compliqué, que nous avions besoin de machines, de produits chimiques, de techniques spéciales. La vérité est que, au cours de millions d'années, la nature a perfectionné ce que nous essayons d'imiter. Et quand nous apprenons à travailler avec elle, au lieu de contre elle, tout devient plus facile, plus productif, plus résilient. Le premier principe est le principe de la conversion directe. Dans un système naturel, les feuilles tombent au sol en automne. Les herbes meurent, les branches se cassent, les animaux laissent des déjections, les insectes meurent et deviennent des nutriments. Tout cela reste là où c'est tombé. Il n'y a pas de tas de compost dans la forêt. Il n'y a pas de fourche pour tout retourner. Au lieu de cela,
Un processus lent et continu commence. Les champignons colonisent la matière morte. Les bactéries commencent à travailler, les vers tirent les restes dans le sol, les insectes les déchiquettent, les micro-organismes les décomposent et, couche après couche, l'humus se crée. Pas ailleurs, mais exactement là où les plantes en ont besoin. Imaginez que vous preniez tous vos déchets de cuisine, restes de légumes, épluchures de fruits, marcs de café, tout. Et au lieu de les jeter sur un tas, vous les placez directement dans la planche entre les plantes, au pied de vos plants de tomates, sous vos buissons de baies. Et ensuite, vous les recouvrez de feuilles, de paille, de tontes de gazon, de copeaux de bois. Vous créez une couche qui protège la matière du soleil et du vent, retient l'humidité et fournit un habitat. Et alors, quelque chose d'incroyable se produit. La vie s'éveille. En quelques jours, les premiers filaments fongiques deviennent visibles. De fins ifs blancs qui parcourent la matière comme des routes dans une ville. Ces champignons ne sont pas n'importe quelle moisissure. Ce sont des champignons saprophytes, des décomposeurs spécialisés dans la dégradation de la matière organique morte. Ils produisent des enzymes qui ouvrent la cellulose, décomposent la lignine et transforment même les fibres végétales les plus dures en nutriments disponibles. Les bactéries se multiplient de manière exponentielle. Jusqu'à 1 milliard de bactéries vivent dans un seul gramme de sol sain. 1 milliard dans un seul gramme. Ces bactéries sont celles qui fixent l'azote, rendent le phosphore soluble et convertissent le soufre. Les vers qui étaient auparavant profondément dans le sol remontent, attirés par la source de nourriture. Les vers de terre sont les bâtisseurs du sol. Ils creusent des tunnels qui assurent l'aération et canalisent l'eau. Ils mangent la matière organique, la digèrent avec l'aide des bactéries dans leur intestin et l'excrètent sous forme de lombricompost. Le lombricompost est 5 fois plus riche en azote, 7 fois plus riche en phosphore et plus riche en potassium que le sol qu'ils ont consommé. C'est de l'alchimie biologique. Les déchets se transforment en or. Les cloportes, les colamboles, les mille-pattes, toute une armée de décomposeurs commence à travailler. Les cloportes déchiquettent les restes de plantes grossiers. Les colamboles, de minuscules insectes à peine visibles à l'œil nu, mangent les spores de champignons et les bactéries, régulant ainsi la population microbienne. Les mille-pattes chassent d'autres insectes et assurent l'équilibre du système. Et contrairement à un tas de compost, où la majeure partie de l'énergie est perdue sous forme de chaleur, il se passe autre chose ici. Les processus aérobies se déroulent parallèlement aux anaérobies. Dans les couches plus profondes, où il y a peu d'oxygène, une fermentation a lieu, comme dans la choucroute ou le bokashi. Des acides se forment qui libèrent des nutriments. Le pH est régulé et surtout, le carbone reste. Il n'est pas brûlé, il est stocké dans le sol sous forme de composés humiques stables qui durent des décennies. Laissez-moi vous donner un exemple concret. L'automne dernier, j'ai récolté une tonne de citrouilles. Des citrouilles géantes, chacune pesant plus de 45 livres. Après Halloween, les citrouilles sculptées étaient molles et inutilisables. Avant, je les aurais jetées au compost. Cette fois, je les ai coupées et placées directement dans les planches où des tomates devaient être plantées au printemps suivant. Je les ai recouvertes de 12 pouces de feuilles. En décembre, quand j'ai vérifié, les citrouilles étaient déjà à moitié décomposées. En mars, elles avaient complètement disparu. Le sol en dessous était noir, meuble et plein de vers. Et les tomates que j'y ai plantées ont été les plus productives que j'ai jamais eues, sans une seule goutte d'engrais. Le deuxième principe est le principe de la couverture permanente du sol. Dans le jardinage conventionnel, nous bêchons, nous binons, nous désherbons et nous laissons le sol nu. Et ensuite, nous nous demandons pourquoi il se dessèche, pourquoi les mauvaises herbes explosent, pourquoi la structure s'effondre. Dans la nature, il n'y a pas de sol nu, nulle part. Même dans le désert, le sol est couvert par des cailloux, des parties de plantes mortes ou des croûtes, car un sol nu est un sol mort. Le soleil tape sur la surface, atteignant des températures de 100 à 120 degrés Fahrenheit au milieu de l'été. À ces températures, les micro-organismes meurent. Les fins ifs fongiques qui maintiennent la vie du sol ensemble se dessèchent et s'effritent. L'humidité s'évapore. Un sol non couvert peut perdre plusieurs litres d'eau par mètre carré lors d'une journée chaude.
juste dans l'air. Gaspillé. Le vent emporte les particules les plus fines. Ce sont les particules d'argile, les plus précieuses car elles peuvent fixer les nutriments. L'érosion n'est pas seulement un problème en agriculture. Elle arrive aussi dans votre jardin quand le sol reste nu. La pluie frappe le sol sans entrave, le colmatant et détruisant la structure grumeleuse. L'eau ne peut pas pénétrer. Elle ruisselle à la surface, emportant avec elle les nutriments dissous. Vous perdez ce dont vous avez besoin. Si vous maintenez une couche de paillis permanente à la place, vous changez tout le système. La température dans le sol reste constante. Je l'ai mesurée. Dans une planche non couverte, la température dans les 2 premiers pouces oscillait entre 50 degrés la nuit et 95 degrés le jour. Dans une planche paillée, elle était constante entre 60 et 70 degrés. Cette stabilité est cruciale pour les micro-organismes. Ils peuvent travailler continuellement sans geler ou brûler dans les extrêmes. En été, le sol reste plus frais. La couche de paillis réfléchit la lumière du soleil et isole le sol. En l'hiver, il reste plus chaud. Le paillis agit comme une couverture, protégeant du gel. J'ai planté de la laitue sous paillis qui poussait encore en novembre, alors que tout avait gelé dans le jardin voisin. L'humidité reste stockée. Vous avez besoin d'arroser moins souvent, parfois pas du tout. J'ai des planches que je n'ai pas arrosées une seule fois en juillet, pendant une météo à 85 degrés et 3 semaines sans pluie. Les plantes avaient l'air d'être au printemps, vertes, vigoureuses, pleines de vie. Le sol sous le paillis était humide. Pas détrempé, mais assez humide. Le paillis avait tellement réduit l'évaporation que le peu de rosée nocturne suffisait. Les mauvaises herbes ont plus de mal à germer car aucune lumière ne frappe le sol. Les graines de mauvaises herbes ont besoin de lumière pour s'activer. Si elles sont dans l'obscurité, elles restent dormantes. Oui, certaines graines germent quand même, mais même alors, c'est plus facile. Vous écartez le paillis, vous tirez la mauvaise herbe, qui n'a que de minuscules racines, et vous recouvrez. Dans un sol nu, vous devez biner, creuser et lutter. Et surtout, la vie dans le sol reste active. Car la vie du sol a besoin de nourriture, et la nourriture est de la matière organique. En appliquant continuellement du paillis, vous nourrissez cette vie. Vous créez un organisme vivant qui respire et se régule lui-même. Les maladies sont supprimées parce que les bactéries et champignons antagonistes dominent. Les nutriments sont libérés exactement quand les plantes en ont besoin. Le sol devient un écosystème vibrant. Dans mon jardin, j'ai des planches qui n'ont pas été bêchées depuis 3 ans. Je n'y ai jamais désherbé. J'ai seulement appliqué du paillis, couche après couche, encore et encore. Et que s'est-il passé? Le sol en dessous est si meuble que je peux y enfoncer ma main de 8 pouces de profondeur. Sans résistance, sans force. Il est sombre, il sent bon la terre, et quand je le soulève, il grouille de vers. Je compte parfois 10, 15 vers dans une poignée de terre. Ce n'est pas un hasard, c'est le résultat d'un système fonctionnel. Le 3e principe est le principe de la superposition et de la diversité. Toutes les matières organiques ne se valent pas. Certaines matières sont riches en azote, tonte de gazon, déchets de cuisine, marc de café, ortie. D'autres sont riches en carbone, feuilles, paille, copeaux de bois, carton, sciure. En science, on parle du rapport carbone-azote ou rapport CN. Idéalement, il se situe autour de 31. Cela signifie 30 parts de carbone pour une part d'azote. Si vous n'utilisez que des matières riches en azote, un déséquilibre se produit. Les micro-organismes se multiplient de manière explosive, consomment tout l'oxygène et une pourriture anaérobie s'installe. C'est ce qui arrive quand vous appliquez un tas épais de tonte de gazon fraîche. Après 2 jours, c'est une masse noire, gluante et malodorante. L'ammoniac s'échappe, les mouches pondent des œufs et vous avez un problème. Si vous n'utilisez que des matières riches en carbone, c'est l'inverse qui se produit. La décomposition ralentit extrêmement. La paille seule peut mettre des années à se décomposer. Pourquoi? Parce que les micro-organismes ont besoin d'azote pour obtenir de l'énergie. Sans azote, ils s'affament. Ils ne peuvent pas décomposer le carbone efficacement. La matière reste là, sans changer. Mais quand vous superposez, quand vous alternez, vous créez un système équilibré.
Imaginez que vous ayez des déchets de cuisine. C'est une matière riche en azote. Vous allez dans la planche, vous écartez un peu la couche de paillis, vous placez les déchets directement sur le sol, puis vous les recouvrez d'une épaisse couche de feuilles ou de paille. Les déchets fournissent l'azote, l'humidité et des nutriments facilement disponibles. Les feuilles fournissent le carbone, la structure et un stockage de nutriments à long terme. Ensemble, ils créent l'environnement parfait pour la décomposition. Laissez-moi vous expliquer les différentes matières plus en détail. Les tontes de gazon ont un rapport CN d'environ 15:1. C'est très riche en azote. L'herbe fraîchement coupée contient aussi beaucoup d'eau, souvent 80%. Cela la rend difficile à manipuler. Si vous l'appliquez en couche épaisse, elle s'agglutine et pourrit. La solution, laissez-la sécher au soleil pendant 1 ou 2 jours. L'eau s'évapore, la matière devient plus légère et plus aérée. Ou mélangez-la immédiatement avec de la matière sèche. 1 part de tonte de gazon, 2 parts de feuilles mortes sèches. Parfait. Les feuilles varient selon l'espèce d'arbre. Les feuilles de chêne sont dures, contiennent de l'acide tannique et se décomposent lentement. Elles ont un rapport CN de 50:1. C'est bon pour des couches de paillis à long terme, mais mauvais pour une libération rapide de nutriments. Les feuilles de hêtre sont plus tendres et se décomposent plus vite. Rapport CN environ 40:1. Les feuilles de noyer contiennent de la juglone, une substance qui inhibe certaines plantes. Les tomates, les pommes de terre et les poivrons ne la supportent pas bien, mais pour les buissons de baies, c'est parfait. La paille est du carbone presque pur. Rapport CN 81. Elle est idéale comme matériau de structure, comme paillis durable. Je l'utilise sur les allées, sous les fraises, comme couverture hivernale, mais jamais seul dans les planches où je veux beaucoup d'activité. Toujours en combinaison avec des matières riches en azote. Les copeaux de bois sont fascinants. Les copeaux frais ont un rapport CN de 501. C'est extrêmement riche en carbone. Si vous les incorporez directement dans la planche, ils fixent l'azote. Les plantes s'affament. C'est la redoutable fin d'azote. Mais si vous les laissez empailler à la surface, cela n'arrive pas. La décomposition n'a lieu qu'au point de contact avec le sol, et il y a assez d'azote disponible grâce à la vie du sol. Après 1 ou 2 ans, les copeaux sont à moitié décomposés. Le rapport C.N s'est amélioré à 100:1 et vous pouvez les incorporer superficiellement. Il y a un autre aspect que très peu de gens considèrent, la taille de la matière. Les grosses branches et les troncs mettent des années à pourrir. Mais ils ont une fonction. Ils stockent l'eau comme une éponge. Le bois peut absorber jusqu'à 300% de son poids sec en eau. En permaculture, on appelle cela la hugelculture, du bois enterré dans le sol comme réservoir d'eau à long terme. Vous pouvez utiliser ce principe en plaçant des branches plus épaisses au fond de vos planches avant d'appliquer d'autres matières. J'ai essayé cela dans une planche surélevée et j'ai empilé une couche de branches aussi épaisse que mon bras. Par-dessus, de plus petites brindilles. Par-dessus, des feuilles. Par-dessus, du compost et de la terre. La planche retient l'eau comme un réservoir. En 3 ans, je n'ai eu à l'arroser qu'une seule fois. Les matières plus petites, feuilles déchiquetées, tontes de gazon, brindilles broyées, se décomposent plus vite. Elles fournissent des nutriments rapidement disponibles. C'est parfait pour les plantes gourmandes comme les tomates, les citrouilles et les choux. Vous pouvez contrôler la vitesse de libération des nutriments en ajustant la taille et le mélange de la matière. Très peu de gens s'en souviennent, mais c'est l'un des leviers les plus puissants que vous ayez. Laissez-moi vous montrer comment je mets cela en pratique. J'ai différentes zones dans mon jardin. Zone 1. Planche de légumes avec des plantes gourmandes. Ici, j'apporte de la matière fraîche chaque semaine. Déchets de cuisine sous les feuilles. Tonte de gazon mélangée à des orties hachées. Couches minces, changées souvent. Zone 2. Buissons de baies et vivaces. Ici, j'applique des couches plus épaisses qui restent plus longtemps. Copeaux de bois, feuilles grossières, même des branches. Zone 3. Arbres fruitiers. Ici, je laisse simplement la majeure partie faire son œuvre. Fruits tombés, feuilles, tout reste. La nature fait son travail. Le 4e principe est le principe de l'intégration du biochar. Maintenant, cela devient vraiment intéressant.
Le biochar, également connu sous le nom de charbon végétal, est de la matière organique carbonisée. Dans la région amazonienne, les peuples indigènes ont créé la terra preta il y a des centaines d'années. Une terre noire si fertile qu'elle est encore plus productive que les sols tropicaux normaux aujourd'hui. Le secret? Du biochar mélangé à de la matière organique, des os, des déchets et des tessons de poterie. Le charbon est poreux. Il a une surface massive et stocke l'eau et les nutriments comme une éponge. Laissez-moi vous expliquer la science. Le biochar est créé par pyrolyse. C'est le chauffage de la biomasse en l'absence d'oxygène. À des températures comprises entre 750 et 1300 degrés Fahrenheit, la matière charbonne au lieu de brûler. Ce qui reste est du carbone presque pur, structuré dans une matrice poreuse. Sous un microscope, le biochar ressemble à une éponge. Des millions de minuscules cavités reliées par des canaux. La surface d'un gramme de biochar peut atteindre 3000 pieds carrés. C'est une surface immense compressée dans un seul gramme. Cette structure rend le biochar si précieux. Les cavités stockent l'eau. Un sol avec 10% de biochar peut retenir 40% d'eau en plus qu'un sol sans. En période de sécheresse, c'est vital. La surface fixe les nutriments, azote, phosphore, potassium. Ils sont adsorbés sur le charbon, pas lessivés. Dans les régions pluvieuses où les nutriments sont normalement évacués vers les couches profondes, le biochar garde tout disponible. Mais ce n'est que le début. Biologiquement parlant, le biochar est initialement inerte. Il ne fait rien. Il est chimiquement stable et ne change guère au fil des siècles. Mais quand vous le chargez avec des nutriments, par fermentation, en le mélangeant à du compost, en le trempant dans du purin d'ortie ou de l'urine, il devient un catalyseur pour la vie du sol. Les bactéries et les champignons colonisent les pores microscopiquement petits. Ils y trouvent une protection contre les prédateurs et le dessèchement. Ils y trouvent de la nourriture sous forme de nutriments adsorbés. Ils y trouvent des conditions idéales. Le charbon devient un habitat, une ville pour les micro-organismes. Des études ont montré que la biomasse microbienne dans les sols avec biochar est de 50 à 100% plus élevée que dans les sols sans. Cela signifie plus de bactéries, plus de champignons, plus de vie, plus d'activité. Et ces micro-organismes sont ceux qui nourrissent vos plantes, suppriment les maladies et structurent le sol. Vous pouvez fabriquer du biochar vous-même. C'est plus facile que vous ne le pensez. Vous avez besoin d'un baril avec un couvercle. Un vieux fût d'huile fonctionne parfaitement. Vous avez besoin d'un feu et de bois ou d'une autre biomasse. J'utilise des branches provenant de la taille des arbres, des broussailles sèches, parfois du bambou si j'en trouve. Vous remplissez le fût jusqu'au bord, vous le placez sur un feu et vous le laissez brûler. D'abord vient une fumée blanche, c'est de la vapeur d'eau. Ensuite vient une fumée jaune et plus épaisse. Ce sont les composés volatiles, le goudron, les gaz. Quand la fumée devient mince et presque transparente, la pyrolyse est terminée. Maintenant, vous scellez le fût avec le couvercle pour arrêter l'apport d'air. La matière est toujours incandescente, mais sans oxygène, elle ne brûle plus. Elle charbonne. Après quelques heures, quand tout a refroidi, vous ouvrez le fût. À l'intérieur, vous trouvez du charbon de bois. Léger, poreux, plein de potentiel. Vous devez concasser ce charbon. J'utilise un marteau et un vieux sac et je frappe dessus jusqu'à ce que les morceaux fassent environ un demi-pouce à 1 pouce. Vient ensuite l'étape la plus importante, le chargement. Le biochar frais a un pH élevé, souvent supérieur à 10. C'est alcalin et cela peut endommager les plantes. De plus, il est vide. Il n'a pas encore stocké de nutriments. Si vous l'appliquez maintenant, il aspire les nutriments du sol et vos plantes s'affament. La solution? Charger le charbon. J'ai essayé différentes méthodes. La plus simple? Mélanger le charbon avec du compost dans un rapport 1 pour 1 et laisser reposer le tout pendant 4 semaines. Les micro-organismes du compost colonisent le charbon. Les nutriments du compost sont adsorbés. Après 4 semaines, le charbon est actif. Autre méthode? Faire tremper le charbon dans de l'urine diluée. L'urine est une excellente source d'azote et contient également du phosphore et du potassium. Mélangez une part d'urine pour 10 parts d'eau, mettez-y le charbon et laissez reposer 1 semaine.
Le charbon aspire les nutriments comme une éponge. Ensuite, vous l'égouttez et il est prêt à être appliqué. La troisième méthode, que je préfère utiliser, le charbon bokashi. Je mélange le charbon avec du bokashi fermenté, j'ajoute de la poudre de roche, de la farine de roche glaciaire qui apporte des minéraux, et je laisse tout fermenter pendant 4 semaines. Le résultat est une super vitamine pour le sol, pleine de nutriments, de micro-organismes et de minéraux. Quand j'apporte ensuite le charbon chargé dans la planche, je le mélange au paillis. J'en saupoudre sur la surface, environ 1 à 2 litres par mètre carré, et je recouvre de feuilles ou de paille. Au fil des mois, le charbon est distribué dans les couches supérieures du sol par l'activité des vers et de la pluie. Et l'effet est remarquable. Les plantes poussant dans des sols avec biochar sont plus résistantes à la sécheresse. J'ai testé cela dans une expérience. 2 planches identiques, même plante, même soin. Une planche avec biochar, une sans. Après 3 semaines sans eau, les plantes de la planche sans charbon avaient l'air flétries. Les feuilles pendaient. Dans la planche avec charbon, elles étaient encore vertes, toujours vitales. La différence était spectaculaire. Elles sont plus résistantes aux maladies. Pendant des années, j'ai eu des problèmes de mildiou sur les tomates. Chaque année, en août au plus tard, les plantes étaient infestées. Depuis que j'utilise du biochar, je n'ai pas eu de mildiou une seule année. Pas une seule. Pourquoi? Les micro-organismes dans le charbon produisent des antibiotiques, suppriment les agents pathogènes et renforcent le système immunitaire des plantes. Elles poussent plus vite et portent plus de fruits. Mes tomates sont devenues plus grosses, mes courgettes plus productives, ma laitue plus luxuriante. Je n'ai pas mesuré le rendement scientifiquement, mais l'expérience sur 2 saisons est claire. Et le meilleur, le charbon reste dans le sol pendant des siècles. Il ne se décompose pas. La datation au carbone 14 sur la Terra Preta a montré que le charbon y a plus de 2000 ans. 2000 ans et il est toujours actif. Alors que le compost est complètement décomposé après quelques années, le biochar demeure. Vous construisez une fertilité à long terme, pas seulement une fertilisation à court terme. Vous créez un sol qui nourrira vos enfants et petits-enfants. Le 5e principe est le principe de la fermentation ciblée. Ici, nous en venons à un concept que beaucoup connaissent en cuisine, mais que presque personne n'utilise au jardin. La fermentation est une décomposition anaérobie, une décomposition sans oxygène. Cela crée des acides, des enzymes, des vitamines et des bactéries probiotiques. Pensez à la choucroute, au yaourt, au levain ou au kimchi. Le processus préserve les nutriments, les rend encore plus disponibles et prévient la pourriture et les maladies. Pourquoi la fermentation fonctionne-t-elle si bien? Parce que les micro-organismes impliqués, en particulier les bactéries lactiques, acidifient l'environnement. Le pH descend à environ 4. À ce pH, la plupart des bactéries de putréfaction et la plupart des agents pathogènes ne peuvent pas survivre. Ils sont supprimés. En même temps, les nutriments sont préservés. Lors de la décomposition aérobie comme dans le compost, l'azote et le carbone partent dans l'air. Pendant la fermentation, ils restent dans la matière. Au jardin, vous pouvez utiliser la fermentation en préfermentant spécifiquement la matière organique dans des conteneurs hermétiques. C'est ce qu'on appelle le bokashi. Le bokashi vient du Japon et signifie simplement matière organique fermentée. Le système est simple. Vous prenez un seau avec un couvercle et un tamis de drainage et vous le remplissez couche par couche avec des déchets de cuisine. Après chaque couche d'environ 2 pouces d'épaisseur, vous pulvérisez des micro-organismes efficaces ou saupoudrez un activateur de fermentation bokashi spécial. Il s'agit d'un mélange de son, de mélasse et de micro-organismes, principalement des bactéries lactiques, des levures et des bactéries photosynthétiques. Vous tassez fermement la couche pour éliminer les bulles d'air. L'air est l'ennemi. Vous voulez des conditions anaérobies. Ensuite, vous scellez le seau hermétiquement. Après 2 à 3 jours, la fermentation commence. Vous le remarquez à l'odeur. Quand vous ouvrez le couvercle, cela sent l'aigre, légèrement sucré, comme la choucroute ou les légumes marinés. Pas le pourri, jamais le pourri. Si ça pue, c'est que quelque chose a mal tourné. Probablement qu'il y avait trop d'air dans le seau.
Après 2 à 3 semaines, la matière est fermentée. Elle a le même aspect qu'avant. Les restes de légumes sont toujours reconnaissables, mais c'est plein de bactéries lactiques et d'enzymes. Et maintenant vient l'étape cruciale. Vous l'enterrez dans la planche, à 4 ou 6 pouces de profondeur, et vous recouvrez. Ce qui se passe alors est presque magique. Les déchets fermentés se décomposent complètement en 2 à 4 semaines, bien plus vite que la matière non fermentée. Les micro-organismes que vous avez introduits colonisent le sol. Ils suppriment les agents pathogènes. Ils construisent des composés humiques stables et libèrent des nutriments sous une forme que les plantes peuvent absorber immédiatement. Je combine la fermentation avec le paillis direct. J'ai 3 seaux bokashi dans la cuisine. Quand l'un est plein, je le mets de côté pour fermenter et je commence à remplir le suivant. Toutes les 2 semaines, j'ai un seau prêt. J'enterre le contenu dans les planches dans des trous que je fais à la pelle. Un trou, le bokashi y va, on recouvre de terre, c'est fini. Par-dessus vient une épaisse couche de paillis. Le résultat? Je nourris mes plantes en continu sans jamais avoir retourné un tas de compost. Pas de puanteur, pas de mouches, pas de perte de nutriments. Le système est si efficace que dans les planches gérées de cette manière, je n'ai jamais à ajouter d'engrais supplémentaires. Jamais. Les plantes obtiennent ce dont elles ont besoin du sol vivant directement sous leurs racines. Autre avantage du bokashi, vous pouvez tout fermenter, y compris les restes de viande, les déchets de poisson et les produits laitiers. Dans un compost normal, ces matières causeraient des problèmes. Odeur, rats, maladies. Dans le bokashi, elles sont fermentées en toute sécurité. L'acide tue les agents pathogènes. Quand vous enterrez ensuite la matière fermentée, elle n'est plus un risque. De plus, un liquide est produit dans le seau bokashi, le Lixiviat de bokashi. Ce jus est précieux. Il est acide, plein de nutriments et de micro-organismes. Vous pouvez l'utiliser comme engrais liquide. Diluez-le au centième avec de l'eau et arrosez vos plantes avec. Ou diluez-le au 300e et utilisez-le en pulvérisation foliaire. Les résultats sont impressionnants. Les plantes traitées avec le jus de bokashi poussent plus vite et sont plus vertes et plus saines. J'utilise aussi le jus non dilué pour nettoyer les canalisations bouchées. Les micro-organismes décomposent les dépôts organiques. Ça marche. Après quelques applications, l'eau s'écoule à nouveau librement. Le 6e principe est le principe de la coopération végétale. Restez à l'écoute, car c'est là que tout devient important. Les plantes ne sont pas passives. Elles ne sont pas de simples destinataires silencieux d'eau et de nutriments. Elles communiquent. Elles échangent des nutriments. Elles se protègent mutuellement. Par leurs racines, elles libèrent du sucre. Jusqu'à 40% de l'énergie qu'elles gagnent par la photosynthèse. 40%. C'est un investissement énorme. Pourquoi font-elles cela? Pour attirer les micro-organismes. Ces exsudats, comme on appelle les substances sécrétées, sont des attractifs. Les bactéries et les champignons les suivent comme un parfum. Ils viennent aux racines, s'installent et forment la rhizosphère. La rhizosphère est la zone directement autour de la racine, de quelques millimètres de large seulement. Ici, la concentration de micro-organismes est 1000 fois plus élevée que dans le sol environnant. 1000 fois. Ces micro-organismes, bactéries, champignons, fournissent à la plante de l'azote, du phosphore et des oligo-éléments en retour. Certaines bactéries fixent l'azote de l'air, certains champignons dissolvent le phosphore de la roche, et certains produisent des hormones que stimulent la croissance des plantes. C'est une symbiose, un échange, du sucre contre des nutriments. Et vous pouvez utiliser ce système. Plantez des légumineuses entre vos rangs de légumes. Haricots, pois, trèfles, lupins, vesses. Ces plantes concluent un partenariat avec les bactéries Rhizobium. Les bactéries pénètrent dans les poils racinaires, forment des nodosités, et là, elles fixent l'azote de l'air. Vous voyez ces nodosités quand vous déterrez un haricot. De petites bosses roses sur les racines. Chaque nodosité est une usine qui convertit l'azote atmosphérique en ammonium assimilable par les plantes. Un seul plant de haricot peut fixer 3,5 à 7 onces d'azote par an. C'est l'équivalent d'environ 1,7 onces d'engrais synthétique. Sur 1 mètre carré avec 10 plants de haricots, cela équivaut à plus d'1 livre d'engrais synthétique, gratuit,
provenant de l'air. Si vous n'enlevez pas les haricots après la récolte, mais que vous les coupez et laissez les racines en terre, ce système racinaire pourrit et libère l'azote fixé directement à la génération suivante de plantes. En même temps, les racines pénètrent le sol, l'ameublissent et créent des canaux pour l'air et l'eau. Ces canaux restent même après que les racines ont pourri. Ce sont des autoroutes pour les racines d'autres plantes, pour l'eau et pour les micro-organismes. Plantez des plantes à racines profondes à côté de plantes à racines peu profondes, des carottes à côté de la laitue, des tomates à côté du basilic, des citrouilles à côté du maïs. Les différentes profondeurs de racines utilisent différentes couches de sol et font remonter différents nutriments. Les carottes vont de 12 à 16 pouces de profondeur. La laitue reste dans les 4 premiers pouces. Il n'y a pas de compétition. Les deux plantes ont leur espace. Certaines plantes comme la consoude, l'achillée millefeuille et le pissenlit sont ce qu'on appelle des accumulateurs dynamiques. Elles tirent des minéraux des couches profondes du sol et les stockent dans leurs feuilles. La consoude a des racines qui descendent jusqu'à 6 pieds. Elle fait remonter du potassium, du calcium et du phosphore de profondeur que vos légumes n'atteindraient jamais. Quand vous coupez la consoude et l'utilisez comme paillis, vous apportez ces minéraux directement à la surface où vos légumes peuvent les utiliser. J'ai des plants de consoude stratégiquement répartis dans le jardin. Toutes les 4 semaines, je les rabats. Ils repoussent incroyablement vite. J'utilise les feuilles comme paillis. Un plant de consoude me fournit 11 à 15 livres de masse foliaire par saison. C'est plusieurs livres de potassium directement venus des profondeurs, gratuitement. L'achillée millefeuille est une autre championne. Elle accumule le soufre, le cuivre et le calcium, et elle attire les insectes auxiliaires. Les cirfes, les guêpes parasitoïdes, les coccinelles, ils adorent tous les fleurs de l'achillée. Ces insectes sont vos alliés contre les pucerons, les chenilles et tous les ravageurs. Le pissenlit est mal vu en tant que mauvaise herbe, mais sa racine pivotante brise les couches compactées, fait remonter des nutriments et lorsqu'il meurt, laisse un canal par lequel l'eau peut s'écouler dans les profondeurs. Je laisse le pissenlit pousser entre mes planches. Je le coupe avant qu'il ne monte en graines et je l'utilise comme paillis. Les jeunes feuilles sont comestibles, riches en vitamine C et en fer. Les feuilles plus vieilles servent de paillis. C'est un cycle de nutriments dynamique. Pas d'importation, pas d'exportation. Tout reste dans le système. Et plus vous travaillez ainsi, plus votre sol devient fertile. Pas en ajoutant de l'extérieur, mais en optimisant les cycles à l'intérieur. Il y a encore un autre niveau de coopération, la mycorhize. Ce sont des champignons qui vivent en symbiose avec les racines des plantes. Les hyphes fongiques pénètrent les cellules racinaires ou s'enroulent autour d'elles, selon l'espèce, et connectent la plante au sol. Ces hyphes sont extrêmement fins, bien plus fins que les poils racinaires. Ils peuvent pénétrer dans les plus petits pores du sol et obtenir des nutriments de zone que les racines n'atteindraient jamais. Un seul yard cube de sol peut contenir 60 000 de fils fongiques. 60 000. Ces hyphes forment un réseau qui relie plusieurs plantes entre elles. On l'appelle le Wood Wide Web. Les plantes peuvent communiquer via ce réseau, échanger des nutriments et même se transmettre des avertissements concernant les ravageurs. Des études l'ont montré. Si une plante est attaquée par des pucerons, elle envoie des signaux chimiques via le réseau mycorhizien. Les plantes voisines reçoivent ces signaux et commencent préventivement à produire des substances de défense. C'est de la communication, c'est de l'intelligence. Et vous pouvez la favoriser en gardant le sol vivant, en évitant les produits chimiques qui tuent les champignons et en plantant de la diversité. Maintenant, nous rassemblons tout cela. Imaginez commencer en automne. La saison de jardinage est terminée. Les dernières tomates sont récoltées, les planches sont nettoyées. Au lieu de tout bêcher maintenant, comme l'enseigne la vieille école, vous faites autre chose. Vous collectez des feuilles. Beaucoup de feuilles. Vos voisins seront peut-être même heureux que vous preniez les leurs. Beaucoup voient les feuilles comme un problème, un déchet dont ils doivent se débarrasser. Pour vous, c'est de l'or. Vous étalez une couche épaisse,
de 8 à 12 pouces sur les planches. En dessous, vous aviez préalablement placé des branches et brindilles épaisses que vous avez collectées pendant l'année. Ces branches forment la couche de fond, assurant le drainage et l'aération, et deviendront des réservoirs d'eau à long terme. Par-dessus viennent les feuilles. Par-dessus cela, vous saupoudrez du biochar que vous avez chargé avec de l'urine ou du compost, environ 1 à 2 litres par mètre carré. Enfin, une dernière couche de feuilles vient maintenir le charbon en place pour que le vent ne l'emporte pas. Et ensuite, vous laissez tout reposer. En hiver, quelque chose d'incroyable se produit. Le gel fait éclater la matière. Les molécules d'eau gèlent, se dilatent et font exploser les parois cellulaires. Cela rend la décomposition beaucoup plus facile au printemps. La pluie imbibe les couches, lessivant les nutriments solubles dans le sol. La neige recouvre tout, isole et protège. Les vers deviennent actifs, même à basse température, tirant la matière vers le bas. Ils travaillent lentement mais continuellement. Les champignons colonisent les branches. Vous les voyez parfois quand vous vérifiez. Des filaments blancs se propageant sur le bois. Parfois, même des fructifications germent, des champignons que vous pouvez manger. Au printemps, quand vous revenez à la planche, les feuilles sont déjà à moitié décomposées. La couche a rétréci de 12 pouces à 6 pouces. Le sol en dessous est sombre, meuble et plein de vie. Vous n'avez pas besoin de bêcher. Vous écartez simplement la couche de paillis là où vous voulez semer ou planter. Faites un trou avec votre main ou un transplantoir, mettez votre plant et ramenez le paillis autour. Planter prend quelques secondes. Tout au long de la saison, vous nourrissez en continu. Chaque semaine, les déchets de cuisine vont dans la planche, soit directement sous le paillis, soit préfermentés dans le système bokashi. Je fais les deux. Les restes de légumes frais qui ne contiennent pas beaucoup d'eau, fans de carottes, cœurs de laitue, peaux d'oignon, vont directement dans la planche. Les restes riches en eau, tomates, concombres, melons, je les fermente d'abord. De cette façon, j'évite la pourriture. 1 semaine sur 2, vous appliquez un nouveau paillis, tonte de gazon, broyat de feuilles et d'arbustes, paille, carton. La planche devient un système vivant qui vous nourrit pendant que vous le nourrissez. C'est un cycle, et à chaque année, il devient plus stable, plus fertile et plus résilient. J'ai maintenant fait fonctionner le système sur 2 saisons complètes. Les différences par rapport à avant sont spectaculaires. Je n'arrose presque plus, même pendant les périodes sèches. À l'été 2023, nous avons eu 4 semaines sans pluie. Les températures étaient constamment au-dessus de 85 degrés Fahrenheit. Mes voisins arrosaient quotidiennement, parfois 2 fois par jour. J'ai arrosé mes planches un total de 3 fois. 3 fois en 4 semaines. Le paillis retient si bien l'humidité que le sol en dessous est toujours humide. Quand je vérifie le matin, le dessous du paillis est mouillé de rosée. Cette humidité se condense pendant la nuit, s'égoutte sur le sol et est stockée. J'ai moins de ravageurs, nettement moins. Pourquoi? Parce qu'une vie de sol saine attire aussi des insectes auxiliaires. Les carabes vivent dans le paillis. Je soulève parfois la couche et je compte. 5-6 carabes sur 1 mètre carré. Ces coléoptères chassent la nuit. Ils mangent les œufs de limaces, les pucerons et les chenilles. Un seul carabe peut manger 100 ravageurs par nuit. Des acariens prédateurs vivent entre les particules de paillis. Ils sont minuscules, à peine visibles à l'œil nu, mais avec une loupe, vous pouvez les voir. De petits animaux rapides, semblables à des araignées. Ils chassent les tétraniques, les thrips et d'autres ravageurs des plantes. Ils sont si efficaces que je n'ai jamais eu de problème d'araignées rouges, alors que mes voisins doivent traiter chaque année. Des nématodes prédateurs vivent dans le sol sous le paillis. Ils pénètrent dans les larves de cyarides, de hannetons et de vers blancs et les tuent de l'intérieur. Je n'ai jamais introduit de nématodes achetés dans le commerce. Ils se sont installés d'eux-mêmes parce que les conditions étaient bonnes. Je n'ai plus de maladies. Pas de mildiou sur les tomates, bien qu'ils venaient chaque année. Pas d'oïdium sur les concombres, bien que les conditions soient humides, chaudes et parfaites. Pas de hernie du chou, bien que le sol soit légèrement acide, ce qui favorise normalement la hernie. Le sol est si vivant que les micro-organismes antagonistes suppriment les agents pathogènes,
avant qu'ils ne puissent s'installer. Et les rendements, ils ont augmenté considérablement. Je ne les ai pas mesurés scientifiquement, mais je les ai pesés. Mes tomates, auparavant une moyenne de 11 livres par plant, maintenant 18 à 22 livres. Mes carottes, auparavant fines comme des crayons, beaucoup fourchues. Maintenant épaisses comme mon pouce, droites, uniformes. Ma laitue, auparavant je devais la récolter après 4 semaines avant qu'elle ne monte en graines. Maintenant, elles restent 6 semaines, deviennent plus grosses et restent tendres. Non pas parce que je fertilise plus, je ne fertilise plus du tout, mais parce que les plantes ont accès à tout ce dont elles ont besoin. Directement dans le sol, stocké dans l'humus, dans le biochar, libéré par les micro-organismes que je cultive grâce à mes méthodes. Mais il s'agit de plus que du simple rendement. C'est une question de résilience. La résilience est la capacité d'un système à résister aux perturbations et à continuer de fonctionner. Imaginez qu'une crise survienne. Les prix des engrais continuent d'exploser. Ils ont triplé au cours des 3 dernières années. Ou l'engrais est rationné parce que l'approvisionnement en gaz s'effondre. Ou les chaînes d'approvisionnement se rompent complètement parce qu'une guerre s'intensifie, qu'une pandémie revient ou que le système financier s'écroule. Si vous dépendez d'intrants externes, de compost acheté, d'engrais synthétiques, de pesticides, vous êtes vulnérable. Votre jardin ne fonctionne que tant que ces intrants sont disponibles. Mais s'ils disparaissent, vous vous retrouvez avec un sol épuisé et des plantes qui ne poussent pas. Mais si vous avez établi un système qui s'auto-entretient, qui ne vit que de vos déchets et de ce qui est disponible sur place, alors vous êtes indépendant. Vous pouvez continuer, peu importe ce qui arrive. L'économie peut s'effondrer, les supermarchés peuvent être vides, mais votre jardin produit et votre famille a de quoi manger. Ce n'est pas un scénario théorique. Dans les pays qui ont connu des effondrements économiques, l'Argentine au début des années 2000, le Venezuela au cours de la dernière décennie, le Zimbabwe avec son hyperinflation, la Grèce pendant la crise de la dette, ce sont les personnes ayant des jardins fonctionnels qui ont pu survivre, qui n'ont pas souffert de la faim, qui ont pu nourrir leur famille. J'ai lu des rapports, vu des interviews, c'est toujours la même histoire. Les gens qui étaient en ville sans jardin ont souffert. Les gens à la campagne avec un jardin, avec des animaux, s'en sont sortis. Et le facteur décisif a toujours été des écosystèmes de sols fonctionnels. Pas une technologie coûteuse, pas une chimie complexe, mais une terre saine et vivante. Une terre qui donne, même quand on ne peut plus rien acheter. Vous construisez cela maintenant, aujourd'hui, pas un jour. Car la fertilité du sol prend du temps. Vous ne pouvez pas commencer à créer un jardin dans une situation de crise et attendre qu'il produise immédiatement. Le sol a besoin de mois, voire d'années, pour devenir vraiment vivant, pour accumuler assez d'humus, pour développer un microbiome stable et pour créer les structures qui nourrissent les plantes. Mais si vous commencez aujourd'hui, si vous mettez en œuvre les principes que je vous ai montrés, alors dans 2 ans, vous aurez un jardin qui fonctionne tout seul, qui vous nourrit avec un effort minimal, qui assure votre sécurité et qui vous donne le sentiment de ne pas être impuissant, d'avoir le contrôle, de pouvoir agir. Je veux aborder un autre point que beaucoup négligent, l'effet psychologique. Gérer un tas de compost est un travail. C'est une tâche qui doit être accomplie. Vous retournez, vous surveillez, vous êtes agacé par les odeurs et les ravageurs. Cela ressemble à un devoir, à un fardeau. Le système que je vous montre est différent. Vous allez au jardin, vous déposez des déchets, vous saupoudrez du paillis, et puis vous partez. Pas de contraintes, pas d'inquiétude, pas le sentiment d'échouer si vous n'avez pas de temps pendant une semaine. La planche travaille pour vous. Elle n'a pas besoin de vous constamment. Elle s'autorégule. Et quand vous y allez, quand vous vérifiez, vous voyez la vie. Vous soulevez le paillis et voyez des tapis de champignons, d'un blanc chatoyant dans la lumière du matin. Vous voyez des vers, gras et luisants, serpentant dans la terre. Vous voyez des coléoptères, des cloportes, des colamboles, tout un univers sous vos pieds. C'est profondément satisfaisant. Cela vous donne le sentiment de faire partie de quelque chose de plus grand. Non pas le maître de la nature, pas le contrôleur, pas le dominateur, mais un partenaire, un facilitateur, quelqu'un qui crée les conditions dans lesquelles la vie peut s'épanouir.
Et c'est exactement le cœur du sujet. Notre agriculture moderne, notre jardinage moderne, sont basés sur l'illusion du contrôle. Nous pensons pouvoir dominer la nature, la façonner, la forcer à nous servir. Nous labourons, nous pulvérisons, nous fertilisons, nous luttons, toujours contre quelque chose, contre les mauvaises herbes, contre les ravageurs, contre les maladies, contre le sol lui-même. Mais chaque fois que nous essayons cela, elle riposte. Des sols compactés parce que nous utilisons des machines lourdes. L'érosion parce que nous enlevons la couverture. Des ravageurs parce que nous tuons leurs ennemis. Des maladies parce que nous détruisons le système immunitaire du sol. La nature se défend, pas par malveillance, simplement comme une réaction au déséquilibre que nous créons. Mais si nous apprenons à travailler avec elle, si nous comprenons et utilisons ses principes, alors tout devient plus facile. Alors elle travaille pour nous, pas contre nous. Alors le jardinage n'est pas une bataille, mais une coopération. Laissez-moi vous donner quelques détails pratiques supplémentaires qui peuvent faire la différence. Quand vous déposez des déchets de cuisine directement dans la planche, évitez la viande, le poisson et les produits laitiers si vous avez des problèmes avec les rats ou d'autres animaux. Ces matières les attirent. Dans les zones urbaines où les rats sont un problème, il vaut mieux fermenter ces restes. La fermentation change tellement l'odeur que les rats ne sont plus intéressés. Ou bien ne les utilisez pas du tout au jardin. Éliminez-les différemment. Tout le reste de légumes, fruits, marcs de café, thé, coquilles d'œufs, même le papier et le carton, vous pouvez l'utiliser sans problème. Les coquilles d'œufs sont particulièrement précieuses. Elles fournissent du calcium, dont les tomates et les poivrons ont particulièrement besoin pour prévenir la pourriture apicale. La pourriture apicale est cette tache noire et enfoncée au bas du fruit. Elle n'est pas causée par un champignon ou une bactérie, mais par une carence en calcium dans la plante. Écrasez les coquilles, je les réduis en poudre dans un vieux mortier, et mélangez-les au paillis ou enterrez-les légèrement, juste au pied des plants de tomates. Elles se décomposent lentement et libèrent du calcium pendant des mois. Depuis que je fais cela, je n'ai plus de pourriture apicale, pas sur un seul fruit. Le marc de café est légèrement acide et riche en azote. Il a un rapport CN d'environ 21, similaire aux tontes de gazon. Les buissons de baies comme les myrtilles et les rhododendrons l'adorent, car ils préfèrent les sols acides. Vous pouvez en saupoudrer directement autour des plantes et couvrir de paillis ou le mélanger au bokashi. Le marc de café est aussi un bon répulsif contre les limaces. La texture rugueuse semble les décourager. J'ai mis un anneau de marc de café autour de jeunes plants de laitue. Et j'ai observé, les limaces ne passent pas. Les sachets de thé fonctionnent de la même manière. Mais assurez-vous qu'ils ne contiennent pas de composants plastiques. Beaucoup de sachets de thé modernes sont scellés avec du polypropylène, un microplastique dont vous ne voulez pas dans le sol. N'utilisez que des sachets en papier ou, mieux encore, du thé en vrac. Vous pouvez utiliser le thé lui-même comme paillis et jeter les sachets. Les tontes de gazon sont puissantes mais dangereuses si elles sont mal utilisées. L'herbe fraîchement coupée est extrêmement riche en azote et pleine d'eau. Appliquée trop épaissement, elle s'agglutine en une couche anaérobie qui pourrit. J'ai fait cela une fois par ignorance. J'ai déposé une couche de 4 pouces de tonte fraîche sur une planche. Après 3 jours, c'était une masse noire et puante, pleine de larves de mouches. La solution? Sécher les tontes au soleil pendant 1 à 2 jours avant de les appliquer. Elles perdent de l'eau et deviennent plus légères et plus aérées. Ou mélangez-les immédiatement avec des matières sèches, comme des feuilles ou de la paille. 1 part de tonte, 2 parts de feuilles. Alors elles sont parfaites. Les copeaux de bois sont durables et excellents pour les aller entre les planches. Ils étouffent les mauvaises herbes, sont soignés et se décomposent si lentement qu'une allée peut durer 5 ans. Mais ils ont aussi leur place dans la planche elle-même, surtout sous les vivaces et les buissons de baies. Ils se décomposent lentement, fixant temporairement un peu d'azote, mais à long terme, ils améliorent énormément la structure du sol. Si vous craignez la perte d'azote, et c'est justifié, les copeaux frais peuvent fixer l'azote. Mettez une couche supplémentaire de matière riche en azote en dessous. Les orties sont parfaites. La consoude, les tontes de gazon.
Étalez d'abord une couche de matière riche en azote, puis les copeaux de bois par-dessus. La couche riche en azote fournit aux micro-organismes qui décomposent les copeaux l'azote dont ils ont besoin. Vos plantes ne perdent rien. Le carton est un matériau souvent négligé. Le carton ondulé, sans encre, sans revêtement plastique, est du carbone presque pur. Vous pouvez le poser comme couche de fond sur les planches pour étouffer les mauvaises herbes. Je fais cela sur les nouvelles planches. Le carton directement sur l'herbe ou les mauvaises herbes, puis du paillis par-dessus. Après 1 an, le carton est décomposé, mais il a étouffé l'herbe et les mauvaises herbes en dessous. Le sol est meuble car les vers ont mangé à travers le carton. Vous pouvez planter immédiatement. Le journal fonctionne de la même manière, mais il se décompose plus vite. Je l'utilise parfois entre les rangs de pommes de terre. Il éloigne les mauvaises herbes et au moment de la récolte des pommes de terre, il est déjà à moitié décomposé. Encore une note sur le biochar que je trouve importante. Le charbon frais a un pH élevé et peut fixer les nutriments au lieu de les libérer. C'est une erreur courante. Les gens fabriquent du biochar, sont enthousiastes, l'appliquent immédiatement et voient que les plantes poussent moins bien. Ils abandonnent, pensant que le biochar ne fonctionne pas. Mais le problème était seulement que le charbon n'était pas chargé. Par conséquent, toujours chargé avant l'utilisation. Au moins 4 semaines. Je charge mon charbon dans de grands fûts en plastique. Une couche de charbon, une couche de compost, une couche de charbon, une couche de bokashi. Ajoutez de l'humidité pour que tout soit bien imbibé. Couvercle fermé, laissez reposer. Après 4 semaines, ouvrez, mélangez, appliquez. Le charbon chargé sent bon. L'odeur de terre, de champignons, de vie. S'il sent l'ammoniac, c'est qu'il était trop humide ou contenait trop d'azote. Ce n'est pas grave, ça fonctionne quand même. S'il ne sent rien du tout, c'est qu'il était trop sec. C'est aussi acceptable, mais moins efficace. Si vous n'avez pas accès à des micro-organismes efficaces pour le bokashi, vous pouvez les fabriquer vous-même. J'ai fait cela quand j'ai commencé, parce que je ne voulais pas dépenser beaucoup d'argent. Collectez des grains de riz non cuits, environ une poignée, dans un petit bocal. Recouvrez-les de lait non traité, pas de lait UHT qui est stérile, du lait cru ou du lait entier frais. Laissez le tout reposer pendant 1 semaine à température ambiante, mais pas au soleil. Le lait se sépare. Au-dessus se trouve la crème, au fond le petit lait. Un revêtement blanc, parfois légèrement rose, se forme sur les grains de riz. Ce sont des bactéries lactiques et des levures. Vous pouvez ensuite dissoudre ces grains dans de la mélasse de sucre, 1 cuillère à soupe de mélasse par litre d'eau, et l'utiliser comme activateur de fermentation. Ce n'est pas aussi efficace que l'EM commercial, mais ça marche. J'ai fait du bokashi avec cela pendant 1 an avant de passer aux produits du commerce. Autre point, la patience. Le système met du temps à s'établir. Les premiers mois, vous ne verrez peut-être pas grand-chose. Le paillis disparaît plus lentement que prévu. La vie du sol a besoin de temps pour s'éveiller, se multiplier et construire des structures. Mais après 6 mois, au plus tard 1 an, vous verrez la différence. Et alors, tout s'accélère. Plus il y a de vie dans le sol, plus il travaille vite. C'est un processus exponentiel. Et voici autre chose que j'ai appris. Permettez-vous de faire des erreurs. Tout ne sera pas parfait. Parfois, vous appliquez trop de tontes de gazon et ça pourrit un peu. Ce n'est pas grave. Écartez-les, mélangez-les à de la matière sèche, redistribuez-les. Parfois, vous oubliez d'appliquer assez de carbone et la décomposition stagne. Aucun problème. Appliquez plus de feuilles ou de paille. Le système est tolérant. La nature est indulgente. Elle corrige les déséquilibres d'elle-même. Tant que vous suivez les principes de base, ajoutez de la matière organique, gardez le sol couvert, visez la diversité, cela fonctionne. Vous n'avez pas besoin d'être parfait, vous devez juste être constant. Maintenant, une réflexion sur la perspective à long terme. Ce que vous construisez ici n'est pas seulement un jardin, c'est un héritage. Un sol géré selon ces principes devient plus fertile à chaque année. Pas plus pauvre, comme c'est le cas avec la gestion conventionnelle, mais plus riche. La construction de l'humus est un processus cumulatif. Chaque année, une couche s'ajoute. Chaque année, le sol séquestre plus de carbone, plus de nutriments et plus de vie.
Dans 20 ans, vous aurez un sol si fertile que vous obtiendrez des rendements maximaux avec un apport minimal. Vous laissez un trésor pour la génération suivante. Une terre qui vit, qui nourrit, qui soutient. Dans un monde où les sols meurent, où la désertification progresse, où l'érosion emporte chaque année des milliards de tonnes de terre fertile vers la mer, c'est un acte de résistance, un acte d'espoir, la preuve qu'il y a une autre voie. Je pense souvent à la façon dont nos ancêtres cultivaient. Pas ceux des 100 dernières années, l'agriculture chimico-industrielle, mais ceux d'avant. Les paysans du Moyen Âge, les Romains, les anciens Égyptiens, les agriculteurs qui cultivaient la même terre pendant des siècles sans la détruire. Ils connaissaient les principes que je vous ai montrés aujourd'hui. Ils ne comprenaient peut-être pas pourquoi cela fonctionnait. Ils ne savaient rien des micro-organismes, des ifs fongiques ou des cycles de nutriments. Mais ils observaient. Ils voyaient que les feuilles amélioraient le sol, que le fumier, lorsqu'il était bien incorporé, faisait des merveilles, que la diversité vaut mieux que la monoculture, que la rotation des cultures prévient les maladies. Et ils transmettaient ce savoir de génération en génération, oralement, par la démonstration, par la tradition. Puis vint la Révolution verte dans les années 50, 60 et 70 du siècle dernier. Nous avons cru pouvoir faire mieux. Engrais synthétiques, pesticides, herbicides, mécanisation, monoculture, efficacité. Et à court terme, cela a fonctionné. Les rendements ont augmenté massivement. Nous avons parlé de victoire sur la faim, de progrès scientifique, d'une nouvelle ère. Mais à long terme, les sols meurent, la biodiversité s'effondre et les coûts augmentent de façon exponentielle. Et nous réalisons que nous avons construit sur du sable, que le système ne fonctionne que tant qu'il y a du pétrole bon marché, tant que les mines de phosphate ne sont pas épuisées et tant que le climat reste stable. Mais toutes ces conditions changent. Le pétrole devient plus cher, le phosphate se raréfie et le climat devient plus instable. Et notre système s'effondre. Mais nous pouvons revenir en arrière. Non pas vers une image romancée du passé, pas vers la pauvreté et les salaires de misère, mais vers des principes qui fonctionnent. Et nous pouvons les combiner avec les connaissances modernes. Nous comprenons aujourd'hui au niveau moléculaire pourquoi le biochar fonctionne. Nous pouvons fermenter pour accélérer les processus. Nous pouvons utiliser spécifiquement des plantes qui attirent les insectes auxiliaires. Nous avons des outils, des matériaux et des connaissances que nos ancêtres n'avaient pas. Si nous combinons les deux, la sagesse traditionnelle et la compréhension moderne, nous pouvons créer des systèmes que surpassent tout ce qui était possible auparavant. Plus productifs, plus résilients, plus durables. Ce n'est pas une utopie, c'est la réalité. Partout dans le monde, des gens travaillent ainsi. Des petits agriculteurs en Afrique qui ont triplé leur rendement en utilisant les principes de la permaculture sans dépenser un centime en engrais. Des jardiniers en Europe qui nourrissent des familles de 4 personnes avec des légumes sur 500 pieds carrés. Des projets aux États-Unis montrant qu'une production maraîchère intensive sans produits chimiques est non seulement possible, mais plus rentable. Les preuves sont là, les exemples sont là, ça marche. La seule question est, en faites-vous partie? Et vous pouvez en faire partie. Chaque mètre carré de jardin que vous gérez selon ces principes est une contribution, pas seulement pour vous-même, mais pour l'ensemble. Vous séquestrez du carbone dans le sol au lieu de le libérer. Vous créez un habitat pour les insectes, pour les oiseaux, pour toutes les créatures qui disparaissent. Vous produisez de la nourriture sans poison, sans destruction de l'environnement, sans exploitation. Vous faites partie de la solution, pas du problème. Je sais que cela peut paraître grandiose, de grands mots, de grandes visions, mais je le pense sérieusement. Nous sommes confrontés à des défis plus grands que tout ce que l'humanité a connu auparavant. Le changement climatique, la raréfaction des ressources, la croissance démographique, l'instabilité politique. Les solutions qui nous sont proposées sont souvent technologiques. Plantes génétiquement modifiées, fermes verticales, nourriture cultivée en laboratoire, viande artificielle. Tout cela a peut-être sa place, mais la solution fondamentale est plus simple. Des sols sains, une terre vivante. Si nous apprenons à guérir nos sols, nous pouvons nous guérir nous-mêmes. Des sols sains produisent une nourriture saine. Une nourriture saine produit des personnes saines.
Des personnes saines construisent des sociétés saines. Tout est lié. Tout commence au sol. Maintenant, pour finir, je veux vous poser une question. Qu'est-ce qui vous retient? Peut-être pensez-vous avoir trop peu d'espace. Mais ce système fonctionne sur chaque balcon, dans chaque planche surélevée, dans chaque pot, sur chaque petit morceau de terre. Vous pouvez faire du bokashi dans un appartement. Vous pouvez appliquer du paillis sur un pot de balcon. Vous pouvez utiliser du biochar dans une planche surélevée. Les principes sont adaptables. Peut-être pensez-vous avoir trop peu de temps. Mais c'est précisément le point. Ce système prend moins de temps que le compostage. Vous n'avez pas à retourner, surveiller ou transporter. Vous déposez la matière et vous la laissez travailler. 5 minutes par semaine, c'est tout ce qu'il faut. Peut-être pensez-vous avoir trop peu de connaissances. Mais je vous ai donné aujourd'hui tout ce dont vous avez besoin pour commencer. Les principes, les techniques, les détails. Le reste, vous l'apprendrez en faisant, en observant, en faisant des erreurs et en les corrigeant. Personne n'est parfait au début. Personne. La vérité est que la seule raison de ne pas commencer est la peur. Peur du changement, peur de faire des erreurs, peur que cela ne fonctionne pas. Peur d'être ridiculisé par les voisins qui disent « Quel genre de bêtises fais-tu là ?» Mais cette peur n'est pas fondée. La nature veut travailler, elle veut créer la vie. Vous n'avez qu'à la laisser faire. Alors commencez, aujourd'hui, maintenant. Allez dans votre jardin, sur votre balcon, vers votre planche surélevée. Prenez les déchets de cuisine que vous jetteriez autrement. Déposez-les, recouvrez-les de feuilles, de paille, de tout ce que vous pouvez trouver. Et ensuite, observez. Dans quelques jours, vous verrez les premiers champignons. Dans quelques semaines, les premiers vers. Et dans quelques mois, vous comprendrez de quoi je parle. Vous comprendrez que vous n'avez pas à lutter contre la nature. Vous comprendrez qu'elle fait le travail si vous la laissez faire. Vous comprendrez que ça marche. C'est mon message. C'est ce que j'ai appris en 15 ans de compostage et 2 ans sans compost. Il y a une meilleure voie, plus simple, plus efficace, plus résiliente. Une voie qui vous rend indépendant. Une voie qui fonctionne même si tout le reste s'effondre. Une voie qui vous donne de la sécurité, qui vous donne de l'espoir, qui vous redonne le contrôle de votre vie. Je veux que vous partagiez la vidéo maintenant. Envoyez-la à des amis, à la famille, à toute personne qui a un jardin ou qui envisage d'en commencer un. Envoyez-la à vos parents, à vos frères et sœurs, à vos voisins. Cette information est trop importante pour la garder pour vous. Chaque personne qui utilise ce système est un atout pour elle-même, pour sa famille, pour la communauté, pour la Terre. Écrivez un commentaire et dites-moi ce que vous en pensez. Allez-vous essayer? Avez-vous des questions? Avez-vous vos propres expériences que vous voulez partager? Je lis chaque commentaire et je réponds aussi souvent que je le peux. La communauté ici est précieuse. Nous apprenons les uns des autres. Nous nous soutenons mutuellement. Nous construisons quelque chose ensemble. Et si vous ne vous êtes pas encore abonné à cette chaîne, faites-le maintenant. Cliquez sur la cloche, car dans les semaines à venir, je vous en montrerai encore plus. Plus de systèmes, plus de techniques, plus de voies vers l'indépendance. Nous parlerons de la collecte de l'eau, de la conservation des semences, du stockage, de la préservation, de toutes les compétences dont vous avez besoin pour être vraiment indépendant. Rappelez-vous, vous ne construisez pas seulement un jardin, vous construisez de la sécurité, vous construisez un avenir, vous construisez de la liberté. Et cela commence par le premier pas. Avec la première poignée de déchets de cuisine que vous ne jetez pas sur le compost, mais que vous placez directement dans la planche. Avec la première couche de paillis que vous appliquez. Avec la décision de faire les choses différemment de ce que tout le monde a toujours fait. Le moment d'agir est maintenant. Pas demain, pas le mois prochain, pas l'année prochaine. Maintenant. Car chaque jour que vous attendez est un jour où votre sol ne grandit pas. Un jour où la vie ne s'éveille pas. Un jour où vous restez dépendant de systèmes que vous ne contrôlez pas, de chaînes d'approvisionnement qui peuvent se rompre, de prix qui augmentent, d'un futur incertain. Libérez-vous. Prenez le contrôle de votre nourriture, de votre avenir, de votre vie. C'est plus facile que vous ne le pensez. C'est plus puissant que vous ne l'imaginez. Et cela commence dans votre jardin, avec une terre qui vit, avec un système qui soutient, avec la connaissance que vous pouvez le faire,
que vous pouvez réussir, que vous pouvez être indépendant si vous avez seulement le courage de commencer. Je crois en vous. Je crois que chaque personne a la capacité de créer la vie, de construire la fertilité, de subvenir à ses besoins. Vous n'avez pas besoin de compétences spéciales. Vous n'avez pas besoin d'avoir la main verte, comme disent certains. Vous n'avez besoin que de la volonté et de l'envie d'apprendre. Le reste, la nature le fait. Elle est votre partenaire, votre professeur, votre plus grand allié. Elle veut que vous réussissiez. Elle veut que la vie s'épanouisse. Vous n'avez qu'à créer les conditions et la laisser travailler. Alors allez-y maintenant, commencez. Et dans un an, écrivez-moi pour me dire comment ça s'est passé. Envoyez-moi des photos de votre jardin, de votre sol, des vers et des champignons que vous avez trouvés. Montrez-moi que ça marche. Car chaque histoire de réussite en inspire d'autres. Chaque jardin qui vit est la preuve que nous pouvons faire les choses différemment, mieux, plus durablement. Ce n'est pas la fin, c'est le début. Le début de quelque chose de plus grand que vous et moi. Le début d'un mouvement de retour à ce qui compte vraiment. Une terre vivante, une nourriture saine, une véritable indépendance. Et vous en faites partie, à partir de cet instant. À chaque pas que vous faites, à chaque décision que vous prenez, avec chaque morceau de matière organique que vous mettez en terre au lieu de le jeter à la poubelle, avec chaque mètre carré de sol que vous ramenez à la vie. Nous allons vers un avenir qui fonctionne. Nous allons vers un système qui soutient. Nous allons vers une vie qui vous appartient, que personne ne peut vous enlever, qui repose sur un terrain solide, sur une terre qui vit, sur des principes vieux de millions d'années, sur la coopération avec la nature au lieu de la lutte contre elle. Commencez maintenant. Le premier pas vous attend. Si cette histoire a changé votre vision des déchets perçus dans votre jardin, alors abonnez-vous à cette chaîne et donnez un j'aime à la vidéo. Nous déterrons ici l'histoire qu'ils ont essayé d'enterrer. Plantons l'avenir. Le prochain trésor sera bientôt révélé.